Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. On commence tout de suite par les actualités politiques. Le groupement politique IRMAR soutenant le président Andry Rajoelina se positionne désormais comme opposition au régime en place au sein de l'Assemblée nationale. Le mouvement est représenté par le député Milavunds Philobert qui occupe le poste de 7e vice-président de cette institution. Dans cette déclaration faite hier, il a affirmé que le pays doit retourner à un processus électoral légitime, mettre fin à toute forme d'intimidation et privilégier un dialogue politique. Natera Koutoumaf pour plus de détails. Selon l'IRMAR, aucune des 3 conditions prévues par la Constitution n'a été respectée par le régime actuel. Il n'y a pas eu d'élection ni de passation de pouvoir entre un président élu et celui actuellement en fonction. La Haute Cour constitutionnelle n'a pas validé la destitution du président par les députés. Et enfin, le président Andry Rajoelina n'a pas démissionné. Pour ce groupement, aujourd'hui force d'opposition, le régime en place est donc illégal, a déclaré Milavunds Philobert, 7e vice-président de l'Assemblée nationale et chef de file de l'opposition, tout en expliquant la position de l'IRMAR, qui reste un mouvement pro-Rajoelina. Cependant, le député élu Mbumbe Anjoy reconnaît que la décision rendue le 14 octobre dernier par la Haute Cour constitutionnelle, officialisant le régime actuel, est irrévocable et doit être acceptée par l'IRMAR. Néanmoins, le groupement se réclamant défenseur de la légalité continue d'appeler à un retour à l'ordre constitutionnel par la voie électorale. Lors de son intervention, il a également lancé un appel au régime en place pour qu'il cesse les intimidations, les destitutions d'élus et les pressions politiques menées à travers des mouvements minoritaires ou des campagnes sur Facebook. Enfin, le chef de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale a réaffirmé que l'IRMAR entend participer pleinement aux concertations nationales et contribuer à la vie politique du pays dans le respect de la légalité. Dans les actualités également, la société Jirama a annoncé le retour des délestages tournants pour Antananarivo et ses environs. La mesure a débuté hier, selon le communiqué officiel publié par l'entreprise. Les raisons invoquées, la baisse du niveau du barrage d'Indekalek et les pannes sur plusieurs machines de production. Les détails. Le problème des coupures d'électricité n'est pas encore résolu. Actuellement, une seule machine produisant 24 MW est encore opérationnelle sur les 4 groupes censés générer chacun 30 MW. Par ailleurs, la sécheresse a entraîné une baisse importante du niveau du barrage d'Indekalek, principale source d'alimentation du réseau interconnecté d'Antananarivo. Face à ce défi de production, la Jirama se voit contrainte de recourir à nouveau aux coupures de courant tournantes, comme elle l'a indiqué dans son communiqué officiel hier soir. Pourtant, les habitants se sont déjà plaints de ces coupures depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux, bien avant l'annonce officielle. À Anteiruk, certains sont même allés jusqu'à brûler des roues de voitures pour exprimer leur colère. Il convient de rappeler que les problèmes récurrents d'eau et d'électricité figurent parmi les principales causes de manifestations populaires de ces derniers temps. Néanmoins, les usagers oseront-ils redescendre dans la rue sous ce régime dirigé par des militaires ? Et puis, une consultation nationale sur la loi régissant la communication audiovisuelle ainsi que sur les textes relatifs à la culture est annoncée par le ministère de la Communication et de la Culture pour ce vendredi. Une consultation perçue comme une volonté de démanteler et de renverser les acquis réalisés par les équipes précédentes. Or, le gouvernement actuel, qualifié de gouvernement de transition, n'a pour mission que de stabiliser la situation politique et de conduire le pays vers les prochaines élections. Modifier des lois existantes n'entre pas dans ses prérogatives. Le point avec Miarvoulet Sferen. Selon les informations publiées par le ministère de la Communication et de la Culture, une consultation nationale avec les acteurs du journalisme, de la communication et de la culture est prévue ce vendredi. L'intention exprimée par le gouvernement de transition de réviser la loi sur la communication pourrait être interprétée comme une tentative de contrôle du paysage médiatique dans un contexte politique sensible. Une démarche qui pourrait s'apparenter à une pression indirecte sur le processus électoral et à une volonté de façonner l'opinion publique et l'espace de débat avant les prochaines échéances. Une stratégie qui porte clairement atteinte aux principes démocratiques. Il en va de même pour les lois relatives à la culture et aux droits d'auteur.
La culture fonde l'identité d'une nation, structure l'expression artistique et la création. On modifie le cadre juridique dans la précipitation, au cœur d'une période transitoire, revient à minimiser et fragiliser la valeur même de la culture nationale. Derrière ces initiatives du ministère de la Communication et de la Culture, plusieurs observateurs voient la volonté d'effacer ou de déconstruire des années d'acquis et surtout le besoin de s'afficher en action, de donner l'image d'un ministre actif. Pourtant, le mandat du ministre actuel sera évalué dans 2 mois et si son bilan n'est pas satisfaisant, il pourrait être révoqué. Alors, une question se pose. Que deviendront ces lois ? Faudra-t-il recommencer la consultation avec le prochain ministre? Ce constat confirme que cette démarche n'est pas une priorité. Le gouvernement de transition a un rôle politique clairement défini, assurer la stabilité, préparer les élections et garantir la continuité des services publics. Un pouvoir conduit par des militaires ayant pris les commandes par la rue, sans mandat populaire et sans programme politique validé par les urnes. Dans ce contexte, il n'a ni la légitimité ni la vocation à réviser des lois structurelles, encore moins à organiser des consultations nationales dans ce sens. La Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNAPS a décidé d'exercer son droit de saisie sur l'entreprise SMGD face aux dettes non réglées envers la Caisse. En effet, selon les informations, la CNAPS avait accordé en 2021 un prêt de 11 milliards d'ariars à cette société opérant au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Or, 7 milliards d'ariars restent encore impayés à ce jour. Une plainte a déjà été déposée par la Caisse contre cette entreprise, a précisé ce jour le directeur général de la CNAPS. Andinena Martina Zaranjiansu. Le directeur général de la CNAPS s'est exprimé aujourd'hui pour clarifier les polémiques autour du décaissement de 11 milliards d'ariars effectué par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Selon ses explications, il s'agissait d'un prêt accordé à l'entreprise SMGD chargée de la gestion des parkings au sein de la commune urbaine d'Antananarivo en février 2021 sous l'ancienne direction. Un contrat clair avait été signé entre les 2 parties, prévoyant le remboursement avec intérêt sur une durée de 60 mois. D'après les documents présentés publiquement ce jour par la direction générale de la CNAPS, l'entreprise a bien commencé à rembourser à partir de février 2022 jusqu'au mois d'avril 2024. Cependant, seuls 800 millions et un peu plus de 5 milliards d'ariars ont été effectivement remboursés jusqu'ici. Face à cette situation, la CNAPS a donc exercé son pouvoir légal pour recouvrer le solde restant de 7 milliards d'ariars non encore remboursés par la société SMGD. Toujours selon le directeur général, le dossier est désormais entre les mains de la justice. La suite de l'affaire est donc très attendue. En économie, pas de changement pour le taux directeur maintenu à 12%. La Banque centrale de Madagascar garde le cap. Une décision qui vise à observer les effets des récentes mesures destinées à soutenir le financement de l'économie. Reportage. La Banque centrale de Madagascar garde son taux directeur à 12%. Le comité monétaire a décidé de ne pas le modifier pour l'instant, préférant observer l'impact des mesures d'assouplissement mises en place en octobre dernier. Ces mesures permettent aux banques commerciales de disposer de plus de liquidités pour accorder davantage de crédits aux entreprises et aux ménages. À Madagascar, la situation économique s'est ralentie ces derniers mois, notamment à cause du contexte politique. Cette baisse d'activité a affecté plusieurs secteurs, mais un redressement progressif est attendu dès 2026 selon BFM. Côté monnaie, l'ariar s'est déprécié face à l'euro, mais s'est renforcé face au dollar. Les réserves de devises du pays se portent bien, couvrant 6,2 mois d'importation. Par ailleurs, l'inflation continue de baisser. En septembre, elle est descendue à 7,5% contre 9,5% en janvier. Une baisse due à la diminution des prix de l'énergie et de certains produits non alimentaires. Pour la Banque centrale, cette tendance est encourageante, mais demande encore à être consolidée. Elle entend donc rester prudente tout en veillant à la stabilité des prix et au soutien de la reprise économique. Sur le plan international, l'économie mondiale reste fragile. La croissance est estimée à 3,2% en 2025, légèrement en baisse par rapport à 2024. Aux États-Unis, l'activité ralentit, tandis que la Chine et la zone euro connaissent une croissance quasi stable.
Conséquence, la plupart des banques centrales du monde maintiennent aussi leurs taux inchangés. Dans un tout autre sujet, les personnes qui tentent d'entrer de force dans les bureaux de la commune urbaine d'Antananarive sont considérées comme des fauteurs de troubles, selon le syndicat autonome de la commune urbaine d'Antananarive. Le syndicat rappelle que la place du 13 mai reste libre d'accès pour toute manifestation ou expression d'opinion. Les membres du syndicat se disent également satisfaits des actions menées par le maire. Les agents de la commune urbaine d'Antananarive et le syndicat n'entravent pas la liberté d'expression des acteurs politiques de la capitale. Les manifestations d'opinion sont autorisées, mais ils condamnent toute intrusion forcée dans les locaux de la commune. Les employés accueillent ceux qui se présentent de manière respectueuse, selon le président du syndicat autonome de la commune. Les syndicats rappellent qu'il existe des lois régissant le fonctionnement administratif de la capitale. Ils affirment également être satisfaits du travail accompli par le maire. Par ailleurs, le syndicat demande la restitution à la commune urbaine d'Antananarive de la gestion de ses biens tels que les stades de Mamassen, d'Andoual et d'Antsuzube. Les employés soutiennent le maire dans cette revendication qui inclut également la Société municipale de gestion digitale ou SMGD. Et puis l'insécurité a atteint un niveau inquiétant ces derniers temps dans la capitale d'Antananarive et ses environs. Cambriolage, attaques à main armée ou vol en plein jour, les actes criminels se multiplient. La population vit dans la peur constante face à la recrudescence de l'insécurité. À Anzanar, des voleurs n'hésitent plus à casser des véhicules en plein jour. Ils forcent les portières des voitures garées sur le bord de la route pour voler les autoradios et objets de valeur. Même les roues de secours des voitures stationnées sur les parkings ne sont plus épargnées. Ces malfaiteurs agissent en groupe, ce qui empêche toute tentative d'intervention. Tout récemment, au début du mois de novembre, des échanges de tirs ont été entendus à Batumaret-Saraounenan. Une famille a été cible d'une attaque perpétrée par un groupe de bandits connus sous le nom de Bande de 13, tristement célèbre pour ses braquages à main armée et les violences qu'elle sème dans ses quartiers. Même constat du côté d'Ivatu et Talatamati, où un foyer a été attaqué par environ 16 individus armés. Les voleurs ont emporté tous les objets de valeur, neutralisant les caméras de surveillance avant de s'enfuir. S'ajoute à cela la montée des cas d'enlèvement, comme celui survenu le vendredi dernier vers 2 h du matin à Antananju, commune d'Akazundandi. Une femme de 65 ans y a été kidnappée par des individus à bord d'un véhicule sans plaque et de 2 motos. Elle a été retrouvée plus tard à Mbouimalaz, complètement nue, les cheveux coupés et l'inscription sorcière tracée sur son corps. Ce ne sont là que quelques exemples. Dans plusieurs zones rouges de la capitale, les habitants affirment entendre des coups de feu presque chaque nuit, signe d'un climat d'insécurité devenu quasi permanent. Côté sport, le championnat de Madagascar de karaté-do, catégorie cadet, junior et senior, hommes et femmes, kata et combat individuel, s'est tenu ce dimanche à Antsirabe. Les 21 ligues régionales du pays y ont pris part et la compétition s'est déroulée selon les normes internationales avec l'utilisation des technologies modernes. Jameson Ranjanarman de Viva Antsirabe pour plus de détails. C'est au gymnase couvert de la piste Vatfoot et Antsirabe qu'a eu lieu ce dimanche le championnat de Madagascar de karaté-do, catégorie kata et combat individuel, regroupant cadets, juniors et seniors, hommes et femmes. Les 21 ligues régionales du pays ont été représentées. La compétition a respecté les standards internationaux grâce à l'usage de technologies modernes, conformément à la vision de la fédération et selon le président de la fédération, le docteur Emil Rakutnanahar, le niveau des karatékas ne cesse de s'élever. Voici les résultats généraux. Kata, catégorie junior féminine, médaille d'or pour Raïssa. Catégorie junior masculine, victoire de Aiku. Catégorie senior féminine, médaille d'or pour Mirantsu. Et catégorie senior masculine, victoire de Fabio. Pour les combats individuels, cadette moins de 61 kg, médaille d'or pour Nathalie. Cadet moins 63 kg, victoire de Elio.
Junior féminine, plus de 66 kg, médaille d'or pour Kouloun. Junior masculin, plus de 76 kg, victoire de Manjantu. Senior féminine, plus de 68 kg, médaille d'or pour Gmela. Senior masculine, plus de 84 kg, victoire de Angelo. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le socialiste Zoran Mamdani a remporté hier la mairie de New York au terme d'une soirée d'élections locales dans lesquelles Donald Trump a essuyé plusieurs revers. Un message de défiance à un an des élections à mi-mandat. France 24. Zoran Mamdani écrit l'histoire. À 34 ans, il devient le plus jeune et le premier musulman maire de New York. L'élu démocrate l'emporte largement devant l'indépendant Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. En cette période sombre de la politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons en ce que nous aimons. Que vous soyez un immigré, un membre de la communauté trans ou l'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a fait renvoyer de leur emploi fédéral. Zoran Mamdani revendique l'étiquette d'élu socialiste et est soutenu par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, l'aile gauche du parti. De son côté, Donald Trump l'avait qualifié de communiste et appelé à voter contre lui. Encadrement des loyers, gratuité des bus et des crèches. À New York, Zoran Mamdani a fait campagne sur la lutte contre la vie chère, séduisant notamment les jeunes électeurs. J'ai vraiment cru au message que Zoran Mamdani proposait pendant sa campagne. Je pense vraiment qu'il a une chance de changer la ville pour le mieux et donc je voulais être ici, quoi qu'il arrive. Une élection marquée par un fort taux de participation. Plus de 2 millions de votants, un nombre inégalé depuis 1969. Aux Philippines, au moins une quarantaine de personnes sont mortes lors du passage de Kalmaegi. Le puissant typhon se déplace désormais vers l'ouest à travers la chaîne d'îles des Visayas, s'affaiblissant légèrement avec des vents de 120 km/h et des rafales de 165 km/h. France 24. La seule issue pour échapper à ces eaux boueuses, se réfugier sur les toits. Le niveau monte encore dangereusement dans cette ville des Philippines dont certains quartiers sont déjà totalement submergés. Il faut protéger les plus fragiles comme cet enfant mis à l'abri, à l'étage. Car dans les rues, certains ont de l'eau jusqu'à la taille. Cette nuit, un puissant typhon a touché les Philippines, entraînant des inondations dévastatrices dans une large partie du centre du pays. Le débit de l'eau est si fort que les conteneurs flottent au beau milieu de cette autoroute. Des voitures englouties dérivent. Accrochés à une corde, ces habitants tentent, eux, de sauver cet animal pris au piège au milieu du courant. Il est près de minuit quand le typhon frappe ces îles. Voici sa trajectoire. 400 000 personnes avaient été évacuées par prévention, mais d'autres se retrouvent secourues en pleine nuit par les sauveteurs de la Croix-Rouge. Au moins 26 personnes ont déjà perdu la vie, dont 2 enfants. D'après certains météorologues, jusqu'à 5 autres tempêtes pourraient encore frapper le pays d'ici la fin de l'année. Pour terminer, le Pérou a rompu lundi ses relations diplomatiques avec le Mexique après l'asile accordé à l'ancienne première ministre Betsy Chavez, poursuivie pour le coup d'État manqué de décembre 2022 de l'ancien président Pedro Castillo, a annoncé ce jour le ministre des Affaires étrangères. France 24. Cela faisait déjà 3 ans que les relations diplomatiques entre le Pérou et le Mexique étaient au plus bas. Mais cette fois-ci, Lima annonce les rompre totalement. Aujourd'hui, nous avons appris avec surprise et un profond regret que l'ancienne première ministre Betsy Chavez, présumée co-auteure du coup d'État que l'ex-président Pedro Castillo a tenté de réaliser, bénéficie de l'asile dans la résidence de l'ambassade du Mexique au Pérou. En réponse à cet acte inamical, le gouvernement péruvien a décidé de rompre aujourd'hui ses relations diplomatiques avec le Mexique.
Betsy Chavez est jugée depuis le mois de mars pour avoir participé en tant qu'ancienne première ministre du Pérou au projet de coup d'État manqué de décembre 2022. Pour tenter d'échapper à une motion de destitution, le président Pedro Castillo, accusé alors de corruption, avait annoncé vouloir dissoudre le Parlement et convoquer une assemblée constituante. Un message télévisé que Betsy Chavez aurait aidé à rédiger. Lâché par l'armée, Pedro Castillo avait été arrêté avant de trouver refuge à l'ambassade du Mexique à Lima. Depuis, Mexico ne reconnaît aucune autorité péruvienne, mais se défend d'ingérence malgré l'asile accordé à l'ancienne première ministre et à la famille de l'ancien président. Le Mexique regrette et rejette la décision unilatérale du Pérou de rompre ses relations diplomatiques en réponse à un acte légitime de notre pays, conforme au droit international. Selon Mexico, Betsy Chavez serait victime de persécutions politiques de la part de l'État péruvien depuis son arrestation en 2023, ce que Lima réfute. C'était les essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.